longtemps à voyager. À voyager, c'est pas vraiment des voyages, plutôt des transports. Voyage, c'est un peu plus sympa. Ouais. Non, non. Non. J'ai entendu son nom, mais je n'ai pas mis le visage sur le nom. C'est la les lycées pro, c'est ça? Ouais. Je vais dire un truc off. Je dis un truc off, c'est pour la sécurité. Bonjour à tous. Alors, avant de lancer la conférence elle-même, je vais juste vous donner une petite précision par rapport à la sécurité. Vu le moment qu'on est dans la salle, il y a deux issues de secours. Des fois, il y a une alerte incendie, c'est celle-ci. Et le passage dans la salle des coffres et des autres côtés. D'accord? C'est là. Donc, si des fois il faut faire vite pour l'alerte incendie n'importe quoi, les 5 premiers rangs jusqu'à On fait une répète. les rangs dessus, les autres sont devant, et ceux derrière sont de l'autre côté. Ça va? Mais il va rien se passer. Non, si. Si, il y a des travaux, il y a des Ah, mais si c'est une question de survie, faut qu'ils vont sous-peser, quoi. Voilà. Ah, ouais. Vous vous présentiez vraiment vous aussi, après j'ai fait un peu. Bonjour à Faut que vous tous. présentiez aussi vous. Ouais. Et bienvenue à ceux qui sont en live de l'autre côté ou qui nous regarderont en podcast par la suite. Donc, le lycée Saint-Géraud Aurillac est très content d'accueillir cette conférence d'Olivier Assouline qui est la troisième dans le cadre du campus et la première à Aurillac. Donc voilà, il y en aura deux autres dans le courant de l'année, mais je vais laisser la parole à Isalie Haute-Verne-Louis qui est directrice opérationnelle du campus et qui va vous expliquer un petit peu plus le cadre de ces conférences. Merci. Donc moi, je suis Isalie Haute-Verne-Louis, je dirige donc le campus Design, Matériaux et Innovation. Un campus, comme son nom l'indique, c'est un réseau d'établissements, ici autour des thématiques du design, des métiers d'art. Et donc nous organisons depuis quelques mois déjà ce cycle de conférences dont l'objectif est de faire participer chacun des membres de ce campus en accueillant l'une des conférences de ce cycle et de pouvoir faire bénéficier aux autres de la vision directe de celle-ci en vidéo et puis ensuite en replay sur la chaîne YouTube. Juste un petit mot pour remercier M. Assouline de nous présenter son travail de chercheur, d'enseignant-chercheur donc, à Paris, de directeur de recherche aussi et d'enseignant-proposeur de Reims. Voilà. Ok. Cela est correct. Ouais. Eh bien, merci encore et je suis ravie d'entendre cette nouvelle opus en présentant peut-être juste un petit mot de la prochaine autour du Japon, si je ne m'abuse, qui sera probablement diffusée donc, aux alentours de Moulins, mais cette chose reste encore à définir
reviendrai vers vous, bien évidemment, pour aller plus loin. Merci. Merci, merci. Mais du coup, je ne sers pas du micro, c'est ça? D'accord. Bon, ben, merci de la présentation. C'est un peu étrange parce que le cycle se déroulant hors les murs, on va dire, de Saint-Géraud, c'était un peu plus, entre guillemets, un peu plus exotique pour moi. Là, c'est l'étape à domicile. Alors, vous allez voir que c'est un peu différent, puisque je vous connais en grande partie. Vous allez voir que c'est un format un peu plus ramassé, un peu plus conférence. Et dans une conférence, au fond, on n'a pas du tout les mêmes attendus que dans un cours, même si je vais essayer, évidemment, de faire en sorte que ça ne soit pas trop abstrait, on va dire, donc trop philosophique dans une certaine mesure. Alors, je vais partir d'une... j'ai longtemps réfléchi à l'intitulé, donc j'en ai proposé un qui me laisse assez insatisfait, autour de la notion d'user, donc vous allez voir qu'elle renvoie évidemment à un mot... un maître mot dans le domaine du design, qui est évidemment l'usage, dont on va essayer évidemment très rapidement de retracer un petit peu la généalogie. Et puis il y a un autre terme, alors, qui est assez ambigu quand on le combine à Rob Hannah Arendt, qui est abusé. Donc je vous rassure immédiatement, il n'y a pas d'abus préjudiciable au sens où on l'entend communément. C'est simplement que abuser, évidemment, ici, signifiant contrevenir au fond à l'usage, et c'est de ça dont il va être question, et il va en être question avec on verra une opposition entre user et abuser, abuser signifiant dans une certaine mesure consommer. Alors voilà, en gros, les références elles vont être simples. Je vais partir d'une phrase d'une philosophe que je vous présente de façon extrêmement schématique parce que ça n'a pas beaucoup d'importance d'insister, en tout cas là, sur qui était Hannah Arendt, ce qu'elle a écrit, ça serait beaucoup trop long et laborieux. Elle écrit un ouvrage qui s'appelle Human Condition, qui est écrit après la Seconde Guerre, en 1958. Et dans cet ouvrage, elle s'interroge notamment sur la question de savoir comment s'organise le travail, les formes de travail, dans des sociétés dont l'économie est industrielle et capitaliste. Bon. Et la phrase qui a retenu mon attention, c'est une phrase, je disais il y a quelque temps de ça pour un colloque, Hannah Arendt, et je tombe sur cette petite phrase où il est question d'une robe. Alors, ça m'a évidemment interpellé puisque j'étais en recherche, j'étais en quête d'un certain nombre de travaux autour de la figure du vêtement. Et je tombe sur cette petite phrase que je vous propose en deux langues, dans la langue dans laquelle elle écrit Hannah Arendt, qui est l'anglais, qui n'est pas sa langue maternelle, puisqu'elle était d'origine allemande, et elle a émigré aux États-Unis au moment de l'arrivée des nazis en Allemagne. Donc elle écrit en anglais, et si je la retranscris en anglais, c'est simplement que je voulais avoir l'assurance que le mot qui m'intéresse, les mots qui m'intéressent, dont celui de robe, le substantif robe, se disait bien dress en anglais, puisqu'il y a d'autres robes, on va le voir, qui désignent évidemment d'autres tenues et qui n'impliquent pas les mêmes choses que la robe au sens où semble l'entendre Hannah Arendt. Bon. La question, pour le dire très vite, c'est de savoir, au fond, elle pose une question presque technique, on pourrait dire, qui est de savoir, au fond, comment est-ce qu'on peut faire pour consommer plus que ce dont on a besoin. Voilà. Oui. Comment peut-on faire pour consommer plus que ce dont on a besoin? Question évidemment qu'elle endosse, mais qui est une question que se poserait le capitaliste s'il était une personne. Hein. Comment puis-je faire en sorte que les gens consomment au-delà de ce dont ils ont besoin? Et à ce moment-là, elle dit, en tout cas, hein, donc je la relis devant vous, la solution paraît assez simple, elle consiste à traiter tous les objets d'usage comme des biens de consommation
en sorte que l'on consomme une chaise ou une table aussi vite qu'une robe, et une robe presque aussi vite que de la nourriture. Fin de citation. Évidemment, c'est la fin de citation, mais ce n'est pas la fin du texte. Donc si on était très rigoureux, on prendrait tout le texte, on le déploierait dans sa totalité, mais là, on y passerait sans doute la semaine, et je pense que vous ne seriez pas très content. Donc on ne le fera pas. Bon, en tout cas, vous avez la citation littéralement, vous avez la traduction anglaise, donc si jamais il y a des ambiguïtés sur les termes objet, bien de consommation, etc., on peut faire ce mouvement de retour au texte premier. Vous voyez, c'est une manière aussi de vous dire, hein, là on n'est plus en conférence mais presque en cours, de vous dire que le texte, dans la façon dont j'envisage, n'est pas un document. Ce n'est pas un document qui va illustrer la question du statut du vêtement, de la robe ou des biens de consommation. Il faut entrer dans le texte et d'une certaine manière ne jamais en sortir. Donc je ne vais jamais sortir du texte, même si évidemment je vous donnerai un certain nombre d'éléments extra-textuels. Bon. Ce qui est évidemment, pourquoi ce texte nous intéresse en particulier, parce qu'il mobilise un certain nombre de thématiques qui sont des thématiques très prisées, on va dire, dans le champ des métiers d'art et du design, hein, ne serait-ce qu'à travers la question de l'usage. Bon, il a aussi évidemment une consonance à nouveau très en lien avec le design, précisément parce qu'il rejoue une opposition qui est maintenant devenue une opposition, on pourrait dire, presque ancienne et éculée, entre, évidemment, des objets d'usage, d'un côté, et des biens de consommation, de l'autre. Hein. Et c'est au fond, si on transpose ça au champ du design, hein, on aurait presque une opposition entre ici des biens de consommation tels qu'une robe, qui vaut, hein, cette robe pour, au fond, son apparence, au sens où, par exemple, Loewy, dans La laideur se vend mal, insiste sur l'importance de l'habillage, hein, même s'il n'y a pas ce jeu de mots vestimentaire, mais on peut le faire, de l'habillage ou de la coque d'un objet, tel que cette coque va promouvoir l'objet, indépendamment, au fond, de sa fonctionnalité. Bon, vous voyez, donc on est, d'une certaine manière, elle nous installe dans un contexte discursif qui est vraiment assez proche des choses qu'on peut voir dans le champ disciplinaire du design. Alors, évidemment, elle semble privilégier plutôt les rapports d'usage aux rapports de consommation, ce qui évidemment nous laisse à penser que ce texte aurait une certaine actualité par rapport à des questions qui sont des questions, on va dire, écologiques, de durabilité, de préservation du milieu, etc. etc. Alors, je vais revenir là-dessus, même si évidemment ce type de préoccupation écologique n'est pas du tout à l'ordre du jour au moment où elle écrit ce texte. Ça va de soi. En 1958, la question, en tout cas cette question-là, ne se pose absolument pas. Hein, donc j'insiste sur ce point, sur le caractère anachronique, mais je vais revenir dessus. Bon. Donc je vous disais, il y a une opposition assez classique dans le texte. Classique, ça, ici, signifiant que l'opposition entre objet d'usage et bien de consommation, au fond, est une opposition qui se met en place très tôt, en Occident en tout cas, à partir de l'Antiquité grecque. Hein, et mes étudiants savent combien j'insiste là-dessus, sur la nécessité de revenir à ces catégories, et notamment à travers une opposition entre la crématistique, je ne sais pas si le mot est totalement barbare aujourd'hui, la crématistique. La crématistique chez les Grecs, ça désigne les moyens d'utilisation. Autrement dit, pour le dire vite, la monnaie. Donc c'est une opposition entre les moyens d'acquérir un objet, en général on parle d'un objet technique, et puis l'utilisation qui sera faite de cet objet. Autrement dit, si je prends en compte, et c'est l'exemple qui est donné par Aristote, si je prends en compte une paire de chaussures, le bon usage de la paire de chaussures, c'est de porter les chaussures. Bon. Autrement dit, je fais usage de la chaussure, ce qui est la meilleure manière de traiter des chaussures. Mais l'usage détourné de la chaussure, qui est un abus d'une certaine manière,
c'est le fait de faire le commerce de la chaussure. Bon, ils appellent ça la crématistique commerciale. Et la crématistique commerciale, c'est le fait de chercher à spéculer autour d'une paire de chaussures sans évidemment avoir à la porter, puisque le vendeur de chaussures ne porte pas toutes les chaussures dont il fait le commerce. Bon. Vous voyez, et ça, cette opposition-là, c'est d'une certaine manière une opposition qu'on retrouve encore aujourd'hui entre ce qu'on appellerait la valeur d'usage d'un objet, ce à quoi sert l'objet, et puis le fait que cet objet existe en dehors de sa valeur d'usage sur un marché. Autrement dit, cet objet est potentiellement échangeable. Et il y a évidemment une dissociation, souvent un hiatus, entre l'intérêt de la valeur d'usage et puis la valeur d'échange, le prix étant la mesure de la valeur d'échange. Bon. Donc il y a une opposition dans la citation de Hannah Arendt entre les objets d'usage et donc les biens de consommation. Alors, c'est important parce que, en réalité, elle va rapidement nous montrer, Hannah Arendt, qu'un objet destiné à l'usage est un objet qui a une durée de vie supérieure à un bien de consommation. Alors, on va voir, pas pour des raisons, alors précisément pas pour des raisons liées au degré de résistance ou de solidité de l'objet d'usage. Bon. Autrement dit, elle se place dans une perspective dans laquelle les objets que l'on peut conserver ont une valeur supérieure à des objets qui se détruiraient rapidement, et la consommation désignant évidemment ce processus de destruction. Alors, j'ai mis entre parenthèses deux modes de destruction qui me paraissent assez notables. C'est la destruction sur laquelle je vais revenir que souligne Hannah Arendt par la consommation. Consommer, c'est consumer, c'est détruire, et vous allez voir qu'en réalité l'étalon de la consommation, c'est le modèle alimentaire. Elle va s'y référer rapidement. Quand je me nourris, je consomme, et consommer, c'est évidemment inéluctablement détruire l'aliment que je consomme. Et au fond, elle va transposer ce schéma-là au schéma de la consommation en règle générale. Consommer des biens, que ces biens soient utilitaires ou non, c'est une façon évidemment de les détruire. Elle emploiera même un mot encore plus accentué, puisqu'elle parlera de dévoration généralisée. Bon. Et ça, c'est le premier schéma de destruction, le consumérisme. Et le second schéma, qui est quand même à l'horizon de ce texte, même s'il n'est pas ici mentionné, c'est qu'elle est écrite en 1958, et on est à l'âge de l'imminence, en tout cas de la possibilité particulièrement prononcée d'une catastrophe nucléaire avec l'âge atomique, qui est très présent en général dans l'œuvre de Hannah Arendt, d'autant plus qu'elle était mariée à Gustav Anders, qui a beaucoup écrit sur ces questions. Donc il y avait évidemment l'idée que quelque chose, notre monde, peut être détruit soit par la voie de la bombe, soit par la voie du consumérisme. J'ai envie de dire, dans une certaine mesure, si on actualise ce dont nous parle Hannah Arendt, l'option du consumérisme est toujours de mise, celle du nucléaire l'est un peu moins, quoique, c'est une autre question. En revanche, évidemment, l'autre horizon de la destruction, c'est l'horizon écologique. Donc, d'une certaine manière, on retrouve refondus un certain nombre d'éléments aujourd'hui tels qu'ils ont pu être discutés par Hannah Arendt. Ensuite, dans la citation, il y a 4 acteurs. Pour moi, il y a 4 acteurs. Il y a une table, une chaise, une robe et la nourriture. Donc je rappelle là, je fais un petit retour en arrière sur la citation. Vous voyez, traiter des biens de consommation, consomme une chaise et une table aussi vite qu'une robe, et une robe presque aussi vite, j'ai oublié le vite, que de la nourriture. Bon, donc 4 acteurs avec un usage d'articles indéfini pour des objets dont je vais vous montrer qu'ils sont par contre très prédéfinis par Hannah Arendt. C'est-à-dire que, et la question qui va se poser, alors je l'applique pour chaise, au fond, quand elle dit une chaise,
on doit lui adresser la question suivante, de quoi parle-t-elle? De quelle chaise parle-t-elle? Une chaise, quelle chaise? Alors, évidemment, d'autant plus que dans le champ des métiers d'art et du design, d'une certaine manière, eh bien, des chaises, il y en a des paquets. Alors, et d'autant plus que la chaise, c'est quand même un leitmotiv ou une obsession, une marotte essentielle pour un designer. Quel designer n'a pas fait de chaise? Donc, d'une certaine manière, ça nous interpelle, évidemment, lorsqu'il est question de chaise. Mais j'ai envie de dire, Hannah Arendt est philosophe, et elle ne pense pas la chaise en technicienne, mais elle la pense en philosophe. C'est-à-dire que si elle la pense en philosophe, elle pense à la chaise comme étant une idée. C'est l'idée de la chaise. Vous voyez, comme Platon dans certains textes. Hein, et d'une certaine manière, elle considère, ça c'est important, elle se dit, une chaise, c'est de toute façon une chaise. Une chaise est une chaise. Donc il y a une sorte de tautologie, de principe d'identité, selon laquelle, au fond, une chaise est une chaise. Et c'est au fond ce qui fait que nous, d'ailleurs, nous, vous, ou l'opinion, je ne sais pas qui, peut se dire, je ne comprends pas que les designers continuent à faire des chaises, alors même qu'une chaise est une chaise. Hein, c'est comme si dire une chaise est une chaise, c'est au fond dire que toutes les chaises se valent. Alors, je vais essayer de vous montrer que dans le raisonnement d'Hannah Arendt, elle pense que toutes les chaises se valent. Mais nous, on ne pense pas la même chose. Alors, donc, autre point, alors voilà, alors, du coup, je me suis posé la question de savoir, mais si j'illustrais ça, si j'illustrais une chaise, littéralement, de Hannah Arendt, je serais bien obligé de montrer telle ou telle chaise. Donc je n'arrive pas, entre guillemets, moi, entre guillemets, philosophe, à vous montrer une chaise. Alors je vous montre cette chaise, là. Alors, je peux vous montrer, ensuite, c'est l'abîme. Quand j'essaye d'en montrer à nouveau une, je tombe sur d'autres chaises, une infinité de chaises, et puis je tombe même sur la chaise de la chambre d'Arles de Van Gogh, qui est un peu déglinguée, mais qui est une représentation à ce moment-là d'une chaise avec une qualité d'image elle-même pas terrible. Donc je me perds, à essayer de montrer une chaise. Bon, on pourrait appliquer on verra le raisonnement à table. Au fond, je ne peux pas montrer une table. À chaque fois que je vais montrer une table, je vais montrer une table en particulier, un individu, on dirait un individu, non pas, presque pas un type, parfois un type de table, mais pas n'importe quelle table. Bon. Maintenant, on a entre guillemets passé en revue rapidement chaise et table, qui appartiennent dans le raisonnement de Hannah Arendt à des objets d'usage. Et elle arrive ensuite à l'objet du litige qui est robe. La robe, une robe. Bon, et robe, au fond, va être pris comme une sorte de mot valise qui a une valeur synonymique qu'elle associe assez rapidement, sans évidemment nous en informer, sans le dire, mais tout en le présupposant, en gros au terme mode. Ici, robe fonctionne à la fois comme un bien de consommation et comme un bien de consommation qui aurait la particularité de se rattacher à la mode. Bon. Évidemment, c'est pas dit tel quel ou littéralement. Alors, avant de poursuivre, il faut évidemment s'entendre à minima sur ce que signifie usage. Bon, pardon, c'est là. Usage. Alors déjà, c'est ce que je vous annonçais au départ, il y a en réalité une évolution sémantique, puisque historiquement, si on fait un saut en arrière en Grèce antique, on ne parle pas d'usage, en tout cas, pas dans les termes qui sont aujourd'hui employés dans un certain nombre de discours utilisés dans le champ disciplinaire du design, ou plus largement d'ailleurs. On emploie un autre terme qui est besoin. Vous voyez, les Grecs ne parlent pas des usages, ils parlent
parle pas des usages des consommateurs, ce qui serait totalement anachronique. Il parle des besoins. Il y a un terme en grec qui est créa et qui revient en permanence. On dit les besoins. Et les besoins des individus sont toujours des besoins qui ont comme spécificité d'être des besoins définis par la nature, naturelle. Alors, ce qui veut dire que si on porte une paire de chaussures, c'est qu'on a naturellement besoin d'équiper nos pieds d'un certain nombre de protections, et d'une certaine manière, l'objet technique prolonge une protection naturelle dont nous devrions être pourvus, mais qui nous fait défaut. Hein, et à ce moment-là, ils envisagent souvent l'objet technique par rapport à une cause finale, c'est ce à quoi doit servir l'objet. Il y a un système de causalité, il y a la cause efficiente, il y a d'autres causes, il y a celui qui fabrique, il y a pour qui c'est fabriqué, comment c'est fabriqué, etc. etc. Bon. Ensuite, on abandonne, alors je vous avais dit que ça je le ferai à grands pas. Ensuite, si vous vous placez à peu près au début du XXe siècle, il y a un autre terme qui apparaît, c'est évidemment fonction. Hein. Et on va revenir sur ce terme. Si vous prenez le Bauhaus, ou bien Sullivan, ou bien Frank Lloyd Wright, il est question, on parle de fonction, hein, souvent à travers une opposition, mais qu'on va retrouver ici, qui est une opposition entre la fonction et la forme. Et en réalité, de ce registre a lui-même, c'est lui-même un petit peu estompé, et on parle moins aujourd'hui de fonction, mais plus d'usage. D'accord ? Évidemment, le terme d'usage, il a un double ancrage. Il est à la fois, on va le voir, technique et social. Hein, il y a des usages sont en général techniques, mais comme ils sont partagés, ils ont évidemment un caractère social. En tout cas, on conserve une chose, c'est que dans l'usage, il y a toujours un rapport aux besoins et au corps. Hein, et on considère que l'objet technique, c'est celui qui rend un service, à un usager. Alors ça veut dire que la valeur d'usage, et là on retrouve la citation de Hannah Arendt, elle renvoie à un objet, elle ne renvoie pas à un bien. D'accord ? Le bien, il est déjà, d'une certaine manière, hors d'usage parce qu'il appartient à la sphère des échanges. Bon. Dans la conception classique, on va dire, les besoins sont naturellement limités. Bon, et on va voir que c'est évidemment important parce que le texte d'Hannah Arendt, il va nous montrer d'une certaine manière que autant la table et la chaise recoupent des besoins qu'on appellerait naturels. Alors, si je ne parlais pas, je mettrais des guillemets à chaque mot, en réalité, parce que bon, ça reste quand même assez mystérieux, cette notion de besoin naturel. Autant, évidemment, on verra que la robe, c'est un objet qui n'appartient pas plus à la sphère de ces besoins dits naturels. Mais par exemple, chez les Grecs, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a l'idée que les besoins sont établis par nature, que les techniques sont naturelles dans la mesure où elles prolongent des besoins naturels. Et que si on outrepasse cette sphère, à ce moment-là, on entre dans ce qu'ils appellent l'hubris, qui est évidemment une forme d'intempérance, de passion mal placée, etc. etc. Bon. C'est-à-dire si vous avez des besoins limités, vous avez aussi des techniques limitées. Donc le monde des objets techniques est un monde clos, d'accord ? Et qui est évidemment délimité, au fond, presque physiologiquement. Bon. Ce qui d'ailleurs pousse Hannah Arendt à penser que chaise et table, une chaise, une table, correspond effectivement bien à des besoins élémentaires, et tout se passe comme si, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, tout se passe comme si il s'agissait effectivement de meubles, mais que ces meubles constituaient une sorte d'invariant universel. C'est comme si, au fond, si la table et la chaise renvoient à ces besoins, si les besoins sont humains, ça veut dire que toute l'humanité doit se pourvoir
à minima en une table et en une chaise. Bon. On va voir que ça ne marche pas forcément, puisque vous savez comme moi que on peut tenir la station assise sans chaise, et qu'on peut tenir aussi à table sans table. Donc évidemment, c'est un élément qui est parfaitement discutable. Bon, ensuite, sur la question de l'usage, elle insiste sur un point qui n'est pas forcément présent dans la citation, mais qui est dans ce qui précède le texte, c'est sur l'idée que l'usage renvoie à un objet d'usage et que l'objet d'usage, c'est toujours un objet qui va être usagé. Bon. Usagé, ici, voulant dire que l'objet va être mobilisé de manière chronique au point de provoquer une forme d'usure. Ici, ce n'est pas l'usure au sens économique, évidemment, c'est l'usure au sens de la dégradation matérielle. Ce qui signifie que la fin au sens de la disparition de l'objet d'usage, c'est le moment où le degré d'usure de l'objet est tel que l'objet devient proprement inutilisable. D'accord ? Donc inutilisable, ça veut dire pour Hannah Arendt, mais aussi pour nous, qu'on reconnaît qu'un objet est inutilisable quand il y a un déficit de technicité. Bon, le déficit de technicité de la chaise, c'est quand la chaise devient tellement bancale que je prends des risques énormes à essayer de m'y asseoir, ou la table impraticable, l'automobile ayant transgressé toutes les lois élémentaires du contrôle technique, inutilisable, etc. Bon. Mais ça, c'est une forme de dégradation matérielle qui, pour Hannah Arendt, est d'une certaine manière parfaitement tolérée et tolérable. Pourquoi ? Parce qu'elle fait partie, au fond, de la vie de l'objet technique. Et la vie des objets techniques, c'est d'être des objets matériels, et tout objet matériel étant voué à une dégradation, il y a un moment où l'objet disparaît de lui-même. Bon. En revanche, quand il est question des biens de consommation, en l'occurrence de la mode, le schéma qui prévalait dans l'usage va s'effacer. On va le voir dans un instant pour d'autres motifs. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui retient l'attention d'Hannah Arendt par rapport à ces objets d'usage ? Donc les objets d'usage, dit-elle, sont toujours des objets techniques. Alors ça, c'est extrêmement important. C'est des objets techniques parce que précisément, ils répondent à des besoins. Donc la technicité de ces objets, au fond, atteste de la légitimité de ces objets. Ces objets existent par rapport à nous, mais ils existent aussi sans nous. Alors ça, il y a une sorte d'obsession. D'ailleurs, il y a un passage que vous n'avez pas là, où Hannah Arendt parle d'une paire de chaussures, et d'une certaine manière, il y a la possibilité de voir cette paire de souliers, puisqu'elle parle de souliers, exister dans un placard sans nous, mais se conserver en dehors de l'usage qu'on va en faire. Bon. Et l'idée que l'objet puisse se conserver fait que l'objet, au fond, constitue un univers d'objets qui est humain parce qu'il est, d'une certaine manière, établi et durable. Elle insiste beaucoup sur ce point. C'est-à-dire que la durabilité de l'objet, ce n'est pas du tout un critère ici posé par un ministre de l'écologie qui exigerait qu'on puisse les réparer parce qu'il faut préserver la planète. C'est une preuve, en tout cas, ou une nécessité, parce que le monde n'est humain que si les objets peuvent se conserver, et les objets qui se conservent, c'est des objets qu'on peut transmettre d'une certaine manière au-delà de nos existences biologiques. Bon. Donc il n'y a pas de monde humain sans conservation de ces objets. D'où l'idée que les objets doivent être indépendants. À la fois, les objets d'usage dépendent de l'usage que l'on fait, mais ils ont une certaine forme d'indépendance. Alors, on va voir que dans cette hiérarchie, l'objet, évidemment, qui affirme son indépendance
à un niveau qu'aucun autre objet ne peut atteindre, c'est l'œuvre d'art. Parce que l'œuvre d'art, elle est soustraite à tout usage. D'accord ? Hein, donc, à moins de prendre... Je vais vous montrer certaines images de défilés de Victor Rolf avec les tableaux. Je ne sais pas si vous voyez ces défilés, où il utilise des tableaux pour... il transforme des tableaux, mais qui ne sont pas de réels tableaux, voilà, comme des robes, exactement. Évidemment, l'œuvre d'art échappe, d'une certaine manière, à une utilisation au sens pratique courant. Bon. Donc la question, une des difficultés dans l'acception qu'a Hannah Arendt de l'usage, c'est que, au fond, elle imagine qu'un usage est dicté par un objet ou un besoin d'un usager et qu'il y a une sorte de coïncidence parfaite entre les deux. Bon. Elle n'imagine pas une chose, en tout cas elle ne questionne pas une chose qui est pourtant essentielle, c'est la question de la marge dans l'usage telle qu'elle peut être, par exemple, définie soit par l'objet, soit au contraire, ou différemment en tout cas, par l'utilisateur. Exemple qu'on voit tous, c'est la différence qui existerait entre l'appareil à photographier, l'expression est un peu lourde, et la machine photographique. L'appareil à photographier, la différence, ce n'est pas une différence entre l'appareil photo argentique et l'appareil photo numérique, ça serait trop facile. C'est plutôt une différence entre le fait d'utiliser un appareil photo, qu'il soit argentique ou numérique, en opérant avant de presser le bouton, d'une certaine manière, un certain nombre de réglages sur l'exposition, la vitesse d'exposition, etc., etc. Ce qui suppose de la part de l'utilisateur, évidemment, un certain nombre de décisions, d'ordre de préférence, de construction, qui sont rendues que l'appareil autorise, mais qui demandent à l'usager, évidemment, une certaine mise en œuvre. La machine photographique, c'est quoi ? C'est très simple, c'est la photographie telle qu'on l'a fait avec son téléphone portable, sans aucun réglage, parce qu'il y a un pré-réglage déjà établi par le fabricant. Voilà. En gros, c'est la façon dont on fait aujourd'hui de la photographie d'une manière assez écrasante. Bon. Donc, j'ai envie de dire, elle ne s'embarrasse pas de nuances en termes d'usage. Au fond, il y a des objets d'usage et elle ne thématise pas le fait que l'usage puisse être soumis à un certain nombre de variations, de modulations qui vont quasiment d'un pôle à l'autre, c'est-à-dire d'une extrémité à l'autre, en réalité. C'est ça qui fait l'intérêt quand même de cette notion d'usage. Donc elle ne réfléchit pas, à mon sens, suffisamment à la question de la limite, par exemple, naturelle des besoins. Vous voyez, elle pense, c'est assez drôle parce qu'elle se dit table, chaise, c'est des objets élémentaires, sauf que il y a des textes dans la tradition occidentale, notamment grecque. Par exemple, il y a un texte assez, en tout cas pour les philosophes, donc c'est relatif, assez célèbre sur table et chaise, qui est un texte de Platon dans la République, où Socrate discute avec un autre personnage, et ils sont en désaccord parce que Socrate pense qu'une table, une chaise, c'est pas nécessaire pour manger. Voilà, que c'est superflu. C'est du décorum, c'est de l'apparat, qu'on peut bien prendre ses repas, finalement debout ou au sol, sans s'embarrasser de tous ces objets superflus. Donc vous voyez bien, à ce moment-là, si on faisait une lecture platonicienne de Hannah Arendt, on se dirait, table et chaise, c'est déjà des objets qui sont des objets excédentaires. Au fond. Donc vous voyez, la limite entre le nécessaire et le superflu, elle est évidemment extrêmement mouvante. Bon, autre point qu'un designer aurait envie de voir développer, c'est qu'on est d'accord pour dire que toutes les tables servent, mais pour autant, toutes ne se valent pas.
toutes les chaises servent. Hein, la preuve, on est tous assis sur une chaise, mais on pourrait se plaindre des chaises, hein, en termes de confort, d'ergonomie, de position, et on va revenir là-dessus. Donc évidemment, il y a une hiérarchie, en tout cas, ou une discussion, ou une controverse possible à l'intérieur d'objets d'usage. C'est-à-dire, et quand vous dites ça, en réalité, vous dites, ben, l'usage n'est jamais uniforme et monolithique. Il est lui-même discutable, et le fait que des designers puissent faire des chaises, alors même qu'on en a fait des milliers, laisse ouvert la possibilité d'une nouvelle modulation de l'usage. Bon. Donc, elle imagine, ce qui veut dire qu'Hannah Arendt, elle présuppose toujours une sorte de besoin qui serait naturel, d'accord, auquel correspondrait un objet technique quasiment unique, une table, une chaise. Hein, et évidemment, vous l'avez pensé comme moi, eh ben, on lui répondrait, ben, vous pouvez vous asseoir sans chaise, d'accord. La chaise, c'est une invention qui a une histoire relativement, on pourrait presque dire, récente. Je crois que les premières chaises, il me semble que c'est en Égypte qu'on les dénombre. Et donc, on pourrait donc déconstruire la prétendue naturalité d'un bien utilitaire comme une chaise en montrant que c'est déjà un besoin très artificialisé. Hein, donc, on pourrait partir sur une tension entre l'ordre du corps et finalement l'ordre social, c'est-à-dire confort, prestige, bien-être, et on va illustrer ça. Bon. Ça, c'est le premier point. Et l'autre exemple que vous connaissez, parce que vous avez dû déjà le voir sans doute ici, ou j'imagine ici ou ailleurs, c'est cette figure du moduleur de Le Corbusier. Donc, Le Corbusier qui était essentiellement architecte. Alors, je vous présente, pour ne pas être trop abstrait, ça vous parle ou pas ce schéma? Bon, vous voyez, c'est un schéma qui est, si je ne me trompe pas, fait par Le Corbusier, et l'objectif, c'était évidemment de déterminer une sorte de norme du corps qui contreviennent au système de la métrique habituelle, hein, et à la façon dont on concevait de façon traditionnelle l'espace de vie, l'espace d'habitation. Bon. L'idée, c'est de déterminer donc une certaine norme universelle de l'usage pour Le Corbusier, hein, par rapport, au fond, à une tradition de l'espace d'habitation dont il considère qu'il était au fond sans véritable lien avec la forme, hein, du corps. Hein, vous voyez bien là, à chaque fois, chacune des positions, des statures est calculée. Alors, c'est à la fois, évidemment, le module et le nombre d'or, mais je passe les détails parce que ça prendrait trop de temps à développer. À ce moment-là, ce qu'imagine, ce que fait Le Corbusier, c'est que d'une certaine manière, il institue à travers le modulor une norme qui correspond à un besoin du corps, voilà, alors, évidemment sans tomber dans l'écueil d'un besoin naturel par rapport à un besoin social. Ça, en tout cas, il laisse de côté cette question très philosophique. Mais ce faisant, en même temps qu'il veut recouvrer l'ordre propre du corps, eh ben, il le fait de façon élargie, en généralisant sa mesure, c'est-à-dire en instituant une norme. Et le risque d'une norme, c'est qu'elle va pouvoir embrasser, on va dire, un grand nombre d'individus, mais elle va contrevenir à l'ordre que chaque individu aura pu imaginer être le sien par opposition aux ordres des autres individus. Bon. Ce qui veut dire qu'il y a une double acception de la norme, notamment chez Le Corbusier. C'est à la fois un calcul, si vous regardez bien, je pense qu'il a pris, si vous avez visité, je ne sais pas, par exemple, la Cité radieuse à Marseille, il a pris un homme moyen. Vous voyez, un homme moyen, mais l'homme moyen, évidemment, du XXe siècle n'est pas l'homme moyen du XVIIIe siècle. Il n'a pas évidemment pas le même régime, pas la même taille, mais il fait une moyenne de l'homme, d'accord? Et puis, par rapport à cette moyenne de l'homme, vous imaginez son évolution, son déplacement à l'intérieur d'un espace, en sachant que
vous y marchez, vous vous y asseyez, vous vous y allongez, etc. etc. Bon, mais ça reste évidemment, ce que ne peut pas prendre en compte la moyenne, c'est évidemment les polarités, c'est-à-dire le plus petit, le plus grand, le plus gros, le plus mince, etc. Tout ça, évidemment, est exclu, puisqu'on ramène tout ça, au fond, un peu comme si je dis que la taille moyenne des Français et de hommes est de 1,80 m, eh ben, j'exclus de ma moyenne, je les inclus, mais je les exclus, j'exclus les tout petits et les très très grands. Bon. Mais en réalité, ce qui intéresse Le Corbusier, ce n'est pas simplement la taille moyenne des utilisateurs des cuisines que Charlotte Perriand fera pour lui à Marseille, c'est que la norme constitue un idéal. C'est-à-dire que c'est l'idéal architectural va définir, au fond, la manière dont l'individu va devoir aussi, à son tour, s'adapter à la norme telle qu'elle a été réfléchie par l'architecte. Hein. Alors c'est assez curieux parce qu'il emploie une expression, il y a des expressions chez Le Corbusier, par exemple, machine à habiter. Je ne sais pas si vous voyez cette expression. Machine à habiter et machine à repos. Alors machine à repos, ça désigne je vous le montre par anticipation. Voilà. Bon, vous connaissez cette magnifique photo qui est Charlotte Perriand sur le siège qu'elle a, la chaise longue qu'elle a elle-même conçue avec Jeanneret et Le Corbusier en 1928. Hein, et là, le nom que lui donne, je crois que c'est Le Corbusier, il l'appelle machine à repos. Alors pourquoi j'insiste sur le terme de machine? Parce que machine à repos, ça indique quelque chose d'assez problématique, c'est que, d'une certaine manière, ça mécanise l'idée de repos. C'est-à-dire, si ça mécanise l'idée de repos, ça impose, au fond, à l'homme une norme qui est une norme qui le dépasse, qui provient de la machine et qui oblige l'homme à s'adapter, au fond, à la machine. Donc il y a une sorte d'approche discutable chez Le Corbusier, en tout cas qui mérite d'être discutée, ouverte, qui pourrait être une approche, au fond, déjà pré-industrielle ou industrialisée de l'usage, c'est-à-dire qu'on a un type stable d'objet et non l'inverse. Bon. Alors maintenant, vous voyez bien que cette notion d'usage, d'une certaine manière, elle se construit historiquement par rapport, je veux dire, en tension, en tout cas pour nous, avec et contre la consommation. L'objet d'usage, c'est évidemment l'objet qui n'a aucun des défauts que le bien de consommation a. Vous avez bien vu qu'elle ne dit pas, la citation, on la connaît tous par cœur maintenant, elle ne dit pas objet de consommation, elle dit bien de consommation. Donc l'objet, entre guillemets, de consommation est déjà cet objet qui n'est plus un objet mais qui appartient au marché, donc c'est une marchandise. Donc qui a une valeur d'échange. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'étalon de la consommation, c'est la bouffe, en quelque sorte, l'alimentation. Pourquoi? Parce que dans l'alimentation, évidemment, il y a un processus qui fait que l'objet, le rapport à l'objet, ne permet jamais à l'objet de se conserver. Hein. Vous voyez, le degré ultime de la conservation, c'est la contemplation. C'est que vous allez voir l'exposition, voir une exposition quelle qu'elle soit, Rothko par exemple, eh ben, vous avez passé 2 heures, vous avez un rapport contemplatif avec les objets, mais d'une certaine manière, votre regard n'use pas l'objet. Il n'use pas l'objet. Hein, et puis comme vous n'avez pas le droit au flash, ben, vous les usez encore moins. Vous voyez, dans l'objet d'usage, ben, je ne peux pas m'empêcher, en utilisant ma voiture, d'user mes pneus, d'une certaine manière. Mais c'est un processus relativement long. Dans la consommation, là, c'est la catastrophe absolue, puisqu'il n'y a plus de rapport distant, d'une certaine manière. J'affecte l'objet, non pas en l'usant, mais en le détruisant immédiatement. Voilà. Alors, vous pourriez objecter qu'il y a bien des objets d'usage qui sont soumis à des rapports de consommation. Je peux acheter mais la question de la consommation chez Hannah Arendt, ce n'est pas simplement ça, c'est le fait qu'il y ait une appropriation exclusive et on va dire destructrice en dehors
qui fait que les objets sont évidemment soumis ensuite à un cycle de renouvellement. Et ce cycle de renouvellement, vous pouvez imaginer qu'il est nécessaire, bon, c'est les choses qu'on dit maintenant sur l'obsolescence programmée, il est nécessaire parce que sans ce renouvellement permanent, en permanence, il y aurait un arrêt catastrophique, ça porterait un coup d'arrêt catastrophique au marché. Alors évidemment, elle adopte cette posture pour en montrer les limites. Et à ce moment-là, elle construit une opposition entre l'homme qui travaille au labeur, l'homo laborens, et l'homo faber. C'est une opposition extrêmement importante dans tout l'ouvrage. Laborens, c'est le fait que tous les êtres vivants doivent, pour subsister, consommer un certain nombre de denrées, généralement on les consomme, et en les consommant, on les détruit. La différence, c'est que nous, humains, on est homo faber parce que le lycée Saint-Géraud existe. Voilà. Vous voyez, il n'est pas voué chaque jour à entrer dans un cycle de consommation vitale. Bon. Donc, d'une certaine manière, à Aurillac, il y a des vieux bâtiments, comme dans d'autres villes, il y a des édifices, des habitations, ça c'est le propre d'homo faber. Mais dans la consommation, si je soumets les objets ou les biens à un processus de consommation, ça implique de les détruire. Mais la destruction, elle ne se fait pas par voie alimentaire, évidemment, elle se fait pour Hannah Arendt à travers l'idée que le renouvellement est tellement véloce et accéléré que les objets s'effacent, s'annulent en permanence les uns les autres. Donc elle insiste sur une chose, c'est que l'usure dans la consommation, c'est pas un problème matériel, c'est pas de savoir que la robe qu'on a achetée chez telle marque est de moins bonne qualité, ça elle s'en moque, c'est de savoir que de toute façon la dégradation d'objets s'opère de manière symbolique, c'est-à-dire que l'objet est déclassé symboliquement avant même d'être déclassé matériellement. Vous voyez, vous n'avez pas le temps de réagir de vous dire qu'il y a déjà des signes d'usure matérielle, que l'objet a été, par le cycle de mode, déclassé. Et ça, elle le voit, Hannah Arendt, en réalité, ce processus, elle le décrit indirectement par l'intermédiaire de cette figure qu'elle mobilise, et qui est évidemment la robe. Et la robe, c'est le symbole de la consommation, mise à distance des usages, d'accord ? C'est pour ça que j'ai écrit ce que l'usage veut, la consommation l'exclut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pérennité possible. Et c'est ce qu'elle appelle, Hannah Arendt, l'économie du gaspillage. L'économie du gaspillage, c'est la mode. Et elle oppose ça. Alors, évidemment, il y a des formes nobles de gaspillage, notamment les rituels de gaspillage antiques, le sacrifice. C'est bien une forme de gaspillage, mais ce gaspillage n'a précisément aucune espèce de finalité économique. Au contraire, il s'agit de prendre un objet qui a une valeur économique et de le détruire. Quand vous sacrifiez un bœuf, vous sacrifiez une valeur économique et une valeur d'usage. Et c'est ça qui donne son sens au sacrifice. Dans l'économie du gaspillage de la consommation de mode, les objets, de toute façon, ne valent pas grand-chose. Donc, alors, j'insiste sur ce point, il n'y a pas de préoccupation écologique au sens actuel dans son discours, même si on peut en lire une, en réalité, maintenant. Mais il y a une obsession qui est elle-même discutable, c'est l'idée que le monde n'est habitable que s'il est humain et humanisé. C'est pour ça que j'ai mis anthropisation du milieu naturel. Alors, donc, juste une parenthèse sur les questions anachroniques qui ne se posent pas. J'ai dit l'argument écologique. En tout cas, elle n'envisage pas les objets dans ce sens-là, même si on peut les lire dans ce sens-là. Aucun discours sur la qualité des objets artisanaux face à leur équivalent industriel. Il n'y a pas d'opposition de dualisme artisanat-industrie. Elle laisse ça de côté, même si évidemment, on a bien compris que la robe renvoyait plutôt au champ de l'industrie. L'uniformité des produits industriels, qui est un reproche qu'on a lancé à l'industrie, elle ne le prend pas en compte, ce reproche. Elle a raison, et en lisant, et vous voyez bien que d'une certaine manière, un texte qui est écrit sensiblement à la même époque
un texte de Jean Prouvé, où j'étais très heureux puisqu'il parlait lui aussi d'une robe. Donc texte de Jean Prouvé dans un petit bouquin qui s'appelle Jean Prouvé par lui-même. Vous voyez, Jean Prouvé répond au grief qu'il était adressé, qui était vous faites des maisons provisoires avec avec des matériaux industriels, c'est des maisons uniformes, standardisées, etc. Réponse de Jean Prouvé. Vous constatez, rien ne varie plus rapidement que les productions industrielles, il a évidemment parfaitement raison. Le changement est presque annuel, il donne l'exemple de l'automobile dans la foulée. La robe que vous avez achetée l'année dernière est différente que celle que vous avez achetée cette année, c'est une production industrielle. Prouvé dit une des différences entre une architecture industrielle telle que lui la met en scène, mais qui n'est pas industrielle, qui est évidemment un hybride avec de l'artisanat, et une architecture vernaculaire artisanale, c'est que l'architecture traditionnelle, elle est invariable. Elle connaît beaucoup moins de variations. Donc l'argument d'uniformité, il le défait assez vite. Alors évidemment, j'insiste sur ce point parce que ça nous évite quand même une chose, c'est d'avoir cette vision en permanence très, très dichotomique et trop marquée entre ce que serait d'un côté l'artisanat et de l'autre l'industrie. Donc disparition d'un certain nombre de... Vous voyez, toutes ces questions-là que j'ai listées, elle n'intéresse pas Hannah Arendt. Ça ne l'intéresse pas. Elle ne s'intéresse pas non plus à la nature du travail qui est nécessaire à la production, par exemple, d'un bien de prêt-à-porter tel qu'une robe. Elle ne prend pas en compte, alors même que une grande partie de l'ouvrage porte sur la question quand même du travail. Mais bon. Donc hiérarchie des objets, à ce moment-là, elle construit cette hiérarchie. Évidemment, en bas de l'échelle, on trouve la nourriture. Alors ça, j'ai envie de dire, vous prenez historiquement les essais de hiérarchisation des objets, vous trouvez globalement en bas toujours la nourriture et le textile. Voilà. Alors pour des raisons simples et moins simples qu'on ne le croit, c'est que ces objets-là sont des objets, si vous prenez la nourriture, doublement destructibles. D'abord parce que pour en tirer un bénéfice en tant que mangeur, je dois m'en nourrir, donc les détruire. Et en plus, même si je ne m'en nourris pas, de toute façon, l'objet va se corrompre de lui-même. Donc là, pour la nourriture, c'est vraiment mal parti. Et on a à peu près ce même schéma pour un vêtement. D'une certaine manière, le problème d'un vêtement, lorsque ce vêtement est une robe, parce que tout vêtement, évidemment, n'est pas une robe, c'est que c'est un bien consommable, c'est-à-dire qu'il n'apparaît dans notre monde que pour disparaître. D'une certaine manière, il est toujours en attente du prochain objet, du prochain bien plutôt. Donc, et vous voyez, l'idée c'est que user, c'est soustraire au monde, et là, dans la hiérarchie que reprend Hannah Arendt, mais je vous dis, qui est préexistante, d'une certaine manière, il y a des textes au XVIIIe siècle où on retrouve à peu près la même hiérarchie. En haut de l'échelle, on trouve l'œuvre d'art, pas de valeur d'usage, une valeur d'échange, mais qui se greffe à la non-valeur d'usage. Alors évidemment, si vous prenez le marché de l'art tel qu'il existe aujourd'hui, c'est pas exactement la même chose, mais c'est pas par hasard si Hannah Arendt, d'ailleurs, prend souvent, et c'est pas la seule à le faire, j'avais fait un texte là-dessus, elle saisit au moment où elle parle de l'art, pas seulement l'art, mais elle saisit un objet tel qu'une cathédrale. Pourquoi une cathédrale? Parce que la cathédrale a pour elle de ne pas être un bien aussi facilement échangeable finalement que va pouvoir l'être un tableau. Vous voyez? C'est-à-dire que je peux pas aisément en faire le commerce, plus tout le rapport à l'architecture. Bon, donc limite de l'analyse, c'est que d'une certaine manière, elle opère une comparaison entre des objets qu'elle considère comme étant des objets d'usage et un bien de consommation. C'est-à-dire qu'elle compare des objets qui ne sont pas, au fond, d'entrée de jeu, situés sur le même plan. Donc la robe, c'est une forme vestimentaire qui est rattachée à la mode. Si au fond, elle avait pris des objets d'usage, elle aurait dû comparer une chaise, un vêtement. Elle aurait dû prendre une forme générique et non pas prendre un objet
un vêtement déjà spécifié et d'une certaine manière très ancré dans l'histoire, qui est la robe. Hein. Alors ça, c'est quand même problématique parce que d'une certaine manière, en prenant robe, en disant robe, elle exclut, elle inclut au fond le vêtement sous le genre féminin, elle exclut le genre masculin, et d'une certaine manière, elle renvoie l'idée que la technicité, donc l'usage, est du côté du vêtement masculin. Vous voyez ? C'est-à-dire que le vêtement, la robe d'Hannah Arendt, qui n'est pas sa robe, à elle, en propre, c'est quand même un vêtement féminin qu'elle nous laisse, dont elle nous laisse imaginer qu'il se situe plutôt du côté de la forme au sens du décor. C'est du décoratif. Vous voyez ? Et d'une certaine manière, si elle avait pris une tenue masculine ou le pantalon, elle ne serait peut-être pas arrivée à la même conclusion. Alors vous allez voir pourquoi. Je vais essayer de tenir mon cap. Bon, l'idée, c'est que chaise et table, en tout cas, c'est hors du temps propre ou impropre, hein, à ses yeux, de la mode. Donc, elle fait comme s'il y avait cette coïncidence naturelle entre objet technique et un besoin humain invariable, hein, mais évidemment, il n'y a plus cette coïncidence dans le cas de la robe. En réalité, on lui objecterait qu'il n'y a pas une chaise, mais des chaises, c'est-à-dire des modalités variables. L'usage n'est jamais uniforme au sens du naturel, et à ce moment-là, vous pouvez imaginer, en tant que designer, jouer à l'infini avec, évidemment, le piègement, l'assise, le dossier, et alors, voilà, je ne vais pas vous faire montrer toutes les chaises, parce qu'on va passer du temps. Vous connaissez celle de Breuer. Celle-là, elle est assez étonnante. Vous voyez ce que c'est ? Une ponteuse ou voileuse. Donc, ces chaises qu'on utilisait dans les salons au XVIIIe siècle, et où l'homme, c'est intéressant parce que l'homme s'asseyait à califourchon, donc il n'avait pas son dos accolé au dossier, mais il était dans une autre position, ce qui était une position exclusive et excluante, puisque les femmes, compte tenu de leur tenue, ne pouvaient pas avoir cette position. Alors c'est intéressant parce qu'en plus, l'objet ensuite a été détourné. Bon, celle-ci, elle est évidemment à 3 pieds. Voilà. Ça, c'est extrait de Viollet-le-Duc, qui insiste sur les chaises habillées, le dossier haut, etc. La position quand même assez improbable de la femme dans cette chaise. On ne semble pas être tout à fait à son aise. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, c'est les croquis que Le Corbusier a remis à Charlotte Perriand au moment de dessiner la chaise longue. Et d'une certaine manière, elle est partie de ça pour dessiner la LC4, ou je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle est partie de ces schémas, vous voyez, où elle raconte, d'ailleurs, il y a un petit documentaire qui explique ça très bien, où elle raconte qu'elle devait trouver un modèle lui permettant de combiner, au fond, toutes ces postures. Et voilà, effectivement, et l'idée, c'est que la chaise était pas fixe, mais on pouvait la faire coulisser, vous voyez. Ça veut dire que, et Charlotte Perriand donne une image assez sympathique, parce qu'elle aimait beaucoup la montagne. Elle dit, cette position, par exemple, c'est le randonneur en montagne qui fait une pause, qui appuie sa tête contre un arbre et qui met son sac, des pieds sur son sac. Vous voyez ? Exactement. Donc, et elle se souvenait que cette position était une position de repos très confortable, mais qu'il y a des positions avec une stature plus assise, donc où on n'opère pas les mêmes choses, etc. En tout cas, vous voyez bien ici qu'on a... voilà, et ça, c'est toujours Charlotte Perriand, qui avait un attachement à la montagne, et elle prend c'est assez tardif ça, c'est des modèles de chaises où elle remet en cause au fond aussi l'utilisation des tubes d'acier, et elle revient à des structures bois qui lui vaudront d'ailleurs un certain nombre de critiques. Vous voyez là l'historicité aussi de la chaise, c'est-à-dire qu'on a la chaise évidemment vernaculaire traditionnelle qui a pas l'air très vaillante, et puis la version qu'en propose Charlotte Perriand. Bon.
d'une certaine manière, si on revient quand même à la robe, si on revient à la robe, hop, 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 vous voyez, là j'ai pris 3 robes. Bon, j'ai pris 3, mais au fond, je ne sais pas, et je ne saurai jamais, et vous non plus, nous non plus, on ne saura jamais de quelle robe il était question. Exactement. On sait évidemment que c'est vraisemblablement pas la robe de l'avocat, je vous présente là, qui est non genrée, évidemment, puisque la robe dont parle Hannah Arendt est indiscutablement plutôt la robe de gauche ou de droite, celle de Marilyn Monroe dans 7 ans de réflexion, ou bien cette robe du XVIIIe siècle, évidemment, avec un corset qui entrave beaucoup plus le mouvement que Marilyn Monroe ici peut déployer dans cette scène. Mais en tout cas, ça nous dit aussi une chose quand même sur la robe, c'est que de même qu'il existe des modalités possibles en termes de chaise, par exemple la chaise si vous prenez la chaise de Breuer tout à l'heure, il y a une sorte de rebondi quand vous asseyez dessus, une souplesse que vous n'avez pas, pardon pour le lycée Saint-Géraud, dans les chaises sur lesquelles vous êtes assis. Donc vous voyez bien que, évidemment, qu'une chaise ne saurait être une chaise, et qu'elle offre des dispositions infiniment variables. Bon. D'une certaine manière, la robe possède une valeur symbolique, mais elle est pauvre. Et ça, Hannah Arendt ne pense qu'à ça. Elle est pauvre en technicité, en réalité. C'est l'objet. Elle est appréhendée comme l'objet superflu, donc parfaitement dépassable. Donc la robe, c'est d'une certaine manière l'emblème de la transgression du simple usage et de la valeur marchande. C'est-à-dire que la robe, elle la situe entre, par rapport à sa vitesse de consommation, elle est entre la chaise et la table d'un côté et puis la nourriture de l'autre. Mais en réalité, ce qui la menace, c'est de devenir nourriture. C'est-à-dire que on pourrait dire la fast fashion, si on actualisait, ça d'être complètement absolument consommable. Alors que là, elle est relativement consommable. Bon. Question que je me pose et qu'on peut se poser ensemble, c'est évidemment pourquoi rappeler l'objet mode uniquement à l'usage. Alors, pourquoi cette question? Parce que d'une certaine manière, il est difficile, si on se pose la question suivante, d'arriver à régresser de la robe comme bien de consommation à la robe comme objet d'usage. Parce que régresser à la robe comme objet d'usage, c'est évidemment, à ce moment-là, répondre à la question plus frontalement de la technicité de la robe, voilà, qui est une question qui reste en partie ouverte. Bon. Après, ce que conçoit, ce qu'imagine Hannah Arendt, et qui est discutable, c'est qu'elle imagine toujours une sorte d'usage pur. Il y aurait de l'usage pur d'un objet qui serait l'usage technique. Or, on peut lui objecter que la robe, elle n'existe que dans ce qu'on appelle un halo de socialité. J'emprunte l'expression à Gilbert Simondon. Il parle de halo de socialité pour les objets techniques. Pourquoi? Parce qu'un objet technique, ce n'est pas un objet technique isolé, c'est toujours un objet technique pris à l'intérieur d'un milieu social avec des circuits commerciaux, des modes, et il parle de mode, des mœurs, des vendeurs, des goûts, des préférences, des positions sociales, des représentations, etc. Donc, l'idée qu'il y aurait un usage purement technique d'un objet est au fond toujours une illusion et un leurre. Donc, impossibilité d'ailleurs, on le voit bien parce que je n'arrive pas à me représenter ce que serait une robe au sens d'un objet technique. Même la robe, la robe de l'avocat, en quoi elle est technique? Est-ce qu'il a besoin de... alors certes, il peut plaider en levant les bras de temps en temps et en gesticulant un peu, on imagine, mais évidemment, vous voyez bien qu'il y a une sorte d'inadéquation entre la tenue et la profession. Bon, ça renvoie évidemment, c'est une autre question, à la question des tenues professionnelles. Donc, il y a une sorte de fantasme chez Hannah Arendt d'un usage qui serait pur, premier,
hein, et donc, d'une certaine manière, elle réactive le mythe de la fonction sans la forme. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure Sullivan, l'architecte, qui est à l'origine de cette petite phrase en anglais, la forme suit la fonction. Le problème, alors, évidemment, il faudrait réexaminer cette phrase dans le détail, mais d'une certaine manière, elle se place au fond dans cet horizon. C'est comme si, au fond, ce que n'appréhende pas Hannah Arendt, c'est l'idée que celui qui détermine la fonction, le fabricant, n'est pas celui qui en fera l'expérience. Bon, et ça, il ne fera pas l'expérience de l'objet. Il va définir, et Simondon l'explique très bien, il va définir un type de produit en préfigurant ce que peut être l'usage, mais il va y avoir souvent un écart entre l'usage qu'il a pu imaginer et l'usage qui va en être fait. Bon. Là, alors, le fantasme de la forme sans la fonction, ou le fantasme ou la réalité, c'est l'œuvre d'art. Bon. Lutter. Ensuite, l'idée de Sullivan, c'est quand même d'arriver à lutter contre le facsimilé industriel de l'artisanat, qui passait souvent par la nécessité d'enjoliver les objets, hein, à la façon de Loewy. Donc le schéma, évidemment, ne concerne pas, quand Sullivan écrit ça ne concerne pas les objets artisanaux, d'une certaine manière, mais ça concerne le problème industriel de la reproduction d'objets à bas coût auxquels on tente évidemment de conférer une valeur symbolique à travers l'ornementation. Et c'est évidemment la critique d'une débauche de forme décorative par rapport à la technicité. Le problème, nouvelle objection, aucun objet ne peut relever du design sans fonction, mais évidemment qu'il existe toujours une réciprocité forme-fonction. Toute la question, mais qui est la question de Sullivan, en réalité, comme de Frank Lloyd Wright ou d'autres, c'est comment j'opère l'articulation, comment j'arrive, non pas en design, non pas à suivre la fonction de l'objet, mais à définir toujours, et c'est la difficulté du designer, à définir un ordre de préférence possible. Hein? Alors, maintenant, si vous prenez, et ça sera, je fais là-dessus, pourquoi user, c'est déjà abuser, hein, et que l'opposition est discutable. Il y a une petite phrase que je n'ai pas reproduite là, qui est une phrase de Georges Bataille, qui est un écrivain français, qui écrit la chose suivante. Il dit, il écrit dans l'expérience intérieure, bon, c'est un ouvrage, il dit que user n'est qu'un abus fondamental. User n'est qu'un abus fondamental. Alors c'est vrai que cette phrase, évidemment, a retenu mon attention et m'a interpellé. C'est évidemment une manière de dire que l'usage dont on parlait, que les objets d'usage, ne sont jamais des objets purs et abstraits des pollutions, on va dire, de la consommation, c'est-à-dire à l'autre socialité, des circuits commerciaux, des préférences, des goûts, des caprices esthétiques, etc. Hein, et que dans les arts utilitaires, le besoin n'est jamais ni nu, ni pur, il est toujours d'une certaine manière particularisé, c'est-à-dire sophistiqué, d'où l'abus. Il y a toujours de l'abus. C'est-à-dire que quand je construis une voiture, peut-être à l'exception de la Forte et encore, je suis déjà dans une forme d'abus qui est évidemment constitutif. Ensuite, toute la question, c'est le réglage. C'est-à-dire que le designer, il va tenter de régler ce rapport de la forme à la fonction. Alors j'ai mis Loewy versus Sullivan parce que voilà, ça pourrait être un bon match, entre guillemets. Alors j'ai envie de dire que cette question de l'usage et de l'abusage, on va créer un mot,
c'est une question qui se pose aussi dans les beaux-arts, pas seulement dans les arts utilitaires. Et vous le voyez par exemple, quand vous traitez d'une œuvre, l'œuvre, elle est rarement nue. Pourquoi elle n'est pas nue? Parce qu'il y a une question qui se pose dans l'histoire de l'art, c'est la question de l'encadrement, qu'on appelle aussi parergone. Et le parergone, c'est ça. Vous voyez? Question, qu'importe la peinture, je n'ai vraiment pas fait attention en choisissant, mais vous remarquez qu'il y a quelque chose qui n'appartient pas intrinsèquement au tableau qui est présent, un cadre. Alors, question, que fait le cadre ici? Évidemment, le cadre, ce n'est pas le milieu dans lequel est le tableau, le milieu, ça serait la pièce ou l'espace, c'est un élément, d'une certaine manière, qui est dissociable de l'œuvre, mais qui en même temps ne peut pas être dissocié d'elle. C'est-à-dire qu'il est à sa limite, mais il a un effet, alors Jacques Derrida dit parergonal, c'est-à-dire qu'il met en lumière, en évidence, en relief, en valeur l'œuvre d'art. C'est-à-dire que je peux à la fois le soustraire, mais le soustraire, c'est risquer de détourner l'attention de l'œuvre. Et évidemment, je vous parlais tout à l'heure de Rothko, là, souvent, mais pas toujours, mais quand même très souvent, dans l'art moderne et a fortiori contemporain, l'encadrement, donc le parergone, a disparu. Vous voyez, alors c'est pas exactement, ça va de soi, la même problématique que celle qu'on trouve dans les arts utilitaires, mais on la retrouve évidemment en partie. L'additif dans l'œuvre d'art, le cadre ne lui appartient pas, sans lui être jamais complètement étranger. Bon, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui est là, qui semble être un menu détail, mais qui est impossible en réalité à supprimer, parce que le supprimer, c'est perdre la cohérence. Alors, les autres exemples qui sont donnés, on aurait pu prendre le cas de figure du vêtement dans le statuaire, ou des colonnes, etc. Bon, donc l'idée, c'est que qu'au lieu de s'ajouter donc d'être supprimable, ce qu'on appelle l'encadrement ou le cadre de parergone, pour faire un peu savant, supplée au fond à un manque de l'œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre sans ce supplément ne se tient plus, au fond. C'est ça qu'on pourrait montrer. Et voilà. Et pour conclure, donc comme on abuse toujours en usant, ce qui était le but de mon laïus, on peut évidemment se poser la question, comment alors abuser convenablement des objets? Évidemment, la figure de la robe, telle qu'elle est mobilisée par Hannah Arendt, elle implique un ordre de préférence qui est contestable, puisque c'est évidemment une érotisation de la tenue a fortiori féminine qui pourrait être discutable et discutée, en plus d'être une forme de consommation, évidemment, plutôt débridée. Alors, il y a deux réponses possibles. Le rapport au temps long qu'on trouve dans la temporalité parfois idéalisée des métiers d'art, vous voyez, où vous avez une relative stabilité des formes, des objets, qui varient assez peu, dont on tente de maintenir parfois l'existence à travers des schémas de transmission, des schémas patrimoniaux, ou celui du designer, qui, curieusement, occupe deux positions contradictoires, souvent. C'est à la fois celui qui accompagne le schéma de consommation, et c'est en même temps celui qui se dresse aussi contre ce même schéma de consommation, un peu à la Victor Papanek, ou bien, figure plus historique, William Morris. Vous voyez bien, là, avec deux points, et je finis là-dessus, il cherche à mobiliser l'artisanat pour promouvoir une association des arts mineurs, c'est-à-dire les arts mineurs, c'est ceux qu'on enseigne à Saint-Géraud, contre les arts majeurs, ceux qu'on enseigne aux Beaux-Arts, contre, évidemment, tout ça en jouant contre la carte, contre la falsification, les ersatz, c'est le mot qu'il emploie, des produits de l'industrie, et donc qui se raccroche à Ruskin,
qui l'a beaucoup influencé. Ça, c'est le premier point. Vous voyez, mais à ce moment-là, on mobilise l'artisanat d'une certaine manière comme une forme de motif presque nostalgique qui sert à contrecarrer, évidemment, l'invasion, au fond, des biens de consommation issus de l'industrie. Alors, le deuxième point qui reconduit, au fond, William Morris à une position pas très éloignée de celle de Hannah Arendt, c'est qu'il fait l'éloge, dans un certain nombre de textes, d'un art, de l'art, et pas d'un art, parce que d'un art, c'est toujours une technique, au sens historique. Il fait l'éloge de l'art comme devant être utilitaire, il insiste beaucoup là-dessus, et d'une certaine manière, il est renvoyé à cette idée qu'un art non utilitaire, c'est-à-dire qu'il y aurait une valeur culturelle pure, donc la gratuité de l'art, serait au fond contraire au schéma utilitariste que lui veut voir appliqué aux objets qu'on créerait industriellement ou avec des hybridations entre œuvres d'art, industrie et artisanat. Voilà, j'ai été très bavard, je me tais. Merci. Alors, je laisse l'image de Charlotte Perriand sur sa chaise longue. Si évidemment vous avez des questions, des critiques, des réserves, je suis là pour tenter d'y répondre. Je sens que Mme Thomas bouillonne. Et alors j'ai le micro. Non, je ne l'ai plus. Ah, tu l'as. Oui, on aurait pu parler de l'urinoir de Duchamp. Ah. L'objet d'art. Et c'est vrai que dans l'art, il y a Duchamp qui est aussi en train de nous dire que cet objet qui est le noir, ce qui à un moment donné va être sacralisé, c'est justement le privant de sa fonction, non pas parce qu'on puisse plus temps, mais parce qu'il est dans un musée, il n'est pas dans une pissotière. Donc voilà, c'est le parcours est juste. Mais c'est vrai que c'était ce fait de Duchamp qui poussait un peu plus loin entre le fait que ça ne se limitait pas seulement à l'objet, mais que ça se limitait aussi, enfin, ça prenait en charge aussi son environnement et surtout le statut du lieu dans lequel on va trouver l'objet. Mais d'une certaine manière, Duchamp, il va dans l'idée que l'objet d'usage se laisse dépasser dans sa technicité, puisqu'il désamorce la technicité pour en faire un objet offert à la contemplation. Donc, évidemment, avec les conditions requises, c'est le musée, le public qui le reconnaît, plus l'objet aussi désactivé. C'est-à-dire qu'il faut quand même éviter de faire ses besoins dedans, quoi. Voilà. Après, il y avait aussi une sorte d'hommage ou d'apologie pour l'époque, de dire que l'objet industriel amenait une esthétique moderne que l'art n'avait pas encore bien intégré, et donc c'est un petit peu aussi une manière de dire les gars, mais ouais, c'est là. Après, il y avait cette notion-là. Après, on pourrait le voir aussi, la possibilité de Duchamp, c'est aussi le fait que, je parle sous votre contrôle parce que c'est quand même de l'art, l'art c'est quand même aussi drôlement désintéressé de ses matériaux. Donc le fait que Duchamp fasse ce coup d'état d'une certaine manière était aussi possible parce qu'on avait été dans un discours très formel, très formaliste, où l'art ignorait ses matériaux. Il y a d'ailleurs un livre qui est sorti récemment sur la question de l'oubli des matériaux dans l'art. Le principe de Duchamp, c'est qu'avant la pissotière, il avait quand même fait ces tableaux qui étaient une emmerde, c'est-à-dire la peinture en fait classique emmerde.
Donc justement, de se réinterroger, de se réintéresser aussi à ces nouveaux matières et matériaux, et aussi à ces nouveaux savoir-faire. Vous pouvez ouvrir le champ de l'art. C'est aussi une manière de désacraliser l'art. Oui, de sacraliser l'objet, mais pour l'objet de consommation, tout en le désacralisant. Ouais. C'était un peu le chien qui se mord la queue et il se moquait bien de tout le monde en faisant ça aussi. Ouais, après comme les... j'ai envie de dire, jusqu'à... avec le pop art, etc., il y a cette posture assez ironique du Manzoni avec la mère dans boîte de conserve, etc. Oui, c'est un art qui va se déplacer vers un discours sur l'art, d'autodérision, de mise en abîme, la façon dont le marché de l'art fonctionne, etc. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que moi j'ai essayé de rester quand même concentré sur la question d'une sorte de mythe de l'usage dans le design, dans le métier d'art. Madame Thomas. Oui, c'est par rapport au cadre. Je ne veux pas le micro. Il y avait quelque chose de très intéressant par rapport à ce pseudo-courbet encadré, ça ressemble un peu à courbet, mais pas sûr, avec ce cadre, parce que le cadre, il avait une fonction qui était de protéger l'œuvre dans son transport, dans son environnement, donc il avait ce rôle de protection. Mais il me semble aussi que plus le cadre était riche et était beau, qu'il donnait aussi la valeur, enfin en tout cas il montrait la valeur de l'œuvre. Et de fait il en faisait un bien. Donc c'est vrai qu'entre cet objet d'art, ce bien, le cadre en fait est en train d'être un médiateur entre cette consommation alors qu'on est au 19e siècle. Mais le risque c'est quand même de voir le cadre comme étant l'élément accessoire prendre le pas sur l'œuvre. C'est ça qui est... Oui, là j'ai pas... Il y avait d'autres formes, mais il y a des exemples de cadres où il y a une débauche de savoir-faire, de beauté dans les milieux, etc., incroyable dans le cadre, qui est quand même, évidemment, qui nous interpelle forcément. Et en plus, il avait ce rôle aussi de créer la rupture entre le monde représenté et le monde dans lequel était le spectateur. Et donc c'est vrai qu'il était hyper important pour l'époque, quand on s'y intéresse un peu, il est vraiment chargé d'informations et d'indications sur, au-delà de l'image qui m'est montrée, sur la valeur de ce que je suis en train de regarder. Et tu vois, dans cette notion de valeur, mais vraiment marchande et de bien. Non, et puis après, c'est de montrer justement que, c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer que le cadre est tout sauf accessoire. C'est-à-dire que ça serait une erreur de le traiter comme un accessoire. C'est justement quand on assume qu'il est nécessaire à l'économie de l'œuvre, qu'à ce moment-là, ça lui fait question. Mais tant qu'on le traite comme un élément qu'on pourrait soustraire ou interchanger, on se trompe en réalité. D'accord, je veux bien réagir au cadre. Je suis arrivée. C'est pourtant assez facile, je suis quand même assez malade. Moi aussi j'aime bien ce regard sur le cadre, en particulier pour les élèves, parce que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et dont on discutait. C'est que le cadre, c'est aussi comment on présente et la monstration. Et ça, c'est vraiment très enrichissant, mais je partage, oui, on pourrait parler de ce cadre très longtemps aussi sur cette question de la valeur aussi. Moi, la première fois qu'on l'a vu, donc là, pendant la présentation, j'avais pour idée de me dire le cadre, c'est nous, effectivement. Le cadre, c'est le regard et la valeur qu'on porte à cet objet. Mais en même temps, je trouve très intéressant aussi les réactions sur la valeur, puisqu'aujourd'hui, quand on va au Puce de Saint-Ouen, on a des marchands qui vont acheter dans les ventes aux enchères des œuvres pour le cadre. Parce que l'œuvre qui est dedans n'a plus aucune valeur, mais le cadre qui est autour, c'est ça qui justement va avoir la valeur marchande. Donc cette inversion de la valeur aussi, elle est vraiment intéressante. Ce cadre-là, on pourrait vraiment en parler beaucoup. Et puis en plus, entre nous, on a parlé beaucoup d'exposition, de ce que c'est que montrer le travail. Donc là, il y a beaucoup à raconter. Parce qu'en plus, c'était avec des feuilles d'or. Et l'or, c'était un étalon de valeur vraiment financière. Exact. Donc, absolument. Voilà. Ouais. Plein de perspectives autour du cadre. Est-ce que parmi les élèves, il y a des réactions ou des questionnements, ou des choses qui vous ont interpellé ou intéressé? Non.
dommage. C'est dommage, parce que oui, nous, ça nous a fait réagir. Pourtant, visiblement, il y a plein de gens qui se posent des questions au fond. Hein. Ça. On va les forcer un peu à les mettre devant. Non, mais ça peut être juste des réactions aussi de sensibilité, de ressenti. Hein, J'y vais. Ils me disent d'y aller. Je vais en trouver qui vont se saisir du micro. Je vous le lance, c'est comme le bouquet de la mariée. C'est trop bien qu'elle l'attrape. Je vais avoir le plus beau silence. Je vous mets le Rothko pour... Je vous mets le Rothko, voilà, allez-y. Comme ça, c'est gâché. Voilà. Mesdames, je vois que vous avez des réactions entre vous aussi. Entre nous, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de souci. Je ne connais pas assez. Tu peux répondre à un café ensemble. Non, pas d'autres réactions? Merci. Merci.